Force latente de la pensée. L'exercice de la concentration fournit le moyen de remonter de l'objet au concept. On peut affirmer cet exercice complet lorsque le concept même peut devenir objet de concentration. La concentration devient contemplation pensante du concept, reconstituée sur la base de l'objet. La pensée, qui d'abord pensait l'objet, devient objet d'elle-même, elle prend la place de l'objet. La concentration pensante, ou contemplation, peut atteindre dans un tel cas l'intensité propre à la perception sensorielle. La perception sensorielle est en substance une synthèse intense de pensée qui résonne depuis le monde extérieur dans l'âme au travers des sens, dont la structure appartient plus au domaine sensible qu'à celui de l'âme. L'expérimentateur de l'extra-sensible parvient à avoir la perception du concept. Le concept, pris comme objet et perçu de cette façon, implique une activité exceptionnellement autonome de la pensée, l'incarnation d'une essence, qui, par rapport à la pensée ordinaire, est inconsciente et transcendante, tout comme le noyau de l'idée de la vie par rapport à la perception du vivant. L'homme ne peut pas opérer directement sur les choses avec la pensée, car il ne perçoit pas la pensée, il peut à l'inverse agir physiquement au moyen des choses physiques, parce qu'il les perçoit avec les sens physiques. La pensée, au moyen de laquelle il peut penser un objet quelconque, il ne peut pas l'apercevoir en fait, il lui suffit qu'elle se remplit de contenu sensoriel. Et seulement une fois identifié à un tel contenu, il la connaît. Il ne suspecte pas que la pensée puisse se remplir de contenu propre et, parce que remplie de son propre contenu, elle soit elle-même perceptible. La discipline de concentration mène à une telle possibilité. Le disciple commence à se concentrer sur l'objet, d'abord, il a nécessairement affaire à une série de représentations, ou avec la pensée encore remplie de l'image sensible et intellectualiste de l'objet. En avançant dans la concentration, il arrive au concept ou à la synthèse pensée de l'objet. En renforçant avec le temps son pouvoir de concentration, il peut admettre comme objet, à un moment déterminé, le concept même, la synthèse atteinte, le contenu objectif a disparu, à sa place est présente une essence, qu'il ne lui est pas facile, d'abord, de contempler, faute d'une habitude suffisante au contenu non sensible. Mais justement, la contemplation de cette essence, conduit le disciple à la perception du suprasensible vivant. En se concentrant, le disciple réalise une opération non ordinaire, non requise par la nature, voire même instinctivement contrarié par elle, il appelle à agir la pensée originaire. De la même façon qu'au moyen de la pensée ordinaire il peut reconstruire le processus essentiel de l'objet construit par l'homme, au cas où, du visible il remonte à l'invisible et voit l'invisible devenir visible, ainsi. En sollicitant des forces essentielles de pensée normalement latentes à la concentration transférée de l'objet au concept, il expérimente un élément vivant, propre à la nature originaire de la pensée. Il perçoit un tel élément vivant, parce qu'il dépasse la limite dialectique ou reflet de la pensée, il peut reconnaître un tel élément vivant, identique au suprasensible qui se manifeste dans le monde organique, comme vie. En intensifiant la concentration, le disciple expérimente la pensée comme une lumière pré-individuelle et, par conséquent, pré-dialectique. La pensée se révèle à lui comme un courant porteur du même élément originel qui édifie la nature vivante et flue en elle comme un corps vital, ou éthérique, dit également corps subtil. La lumière de vie de la pensée n'est pas consciente, parce que la conscience surgit normalement là où cette lumière est réfléchie, privée de vie, c'est pourquoi l'homme ordinaire ne perçoit que l'inanimé et, en conséquence, peut seulement opérer objectivement au moyen de l'inanimé. La conscience dialectique se manifeste en lui à un degré inférieur à celui où elle surgit non dialectique, ou bien vivante, dans l'âme. La concentration est toujours une concentration de la pensée, quel que soit l'objet, ou le thème. Mais c'est simultanément une opération de la volonté. Il n'existe pas d'exercice de concentration qui ne soit en même un exercice de volonté. C'est justement dans le domaine de la volonté que l'élément vivant du concept est reconnaissable, ce qui constitue le noyau transcendant immanent du concept, ou de l'idée, déployée au vivant. 2. Méditation. L'accord de la pensée avec la volonté est la base de l'équilibre et de l'énergie de l'âme. L'équilibre et l'énergie de l'âme ouvrent le passage à son pouvoir suprasensible. C'est le pouvoir dans lequel renaît comme vie le sentiment le plus vaste et libérateur. 3. Concentration contemplative. Le disciple contemple le concept de l'objet, libre d'éléments sensibles, il l'a objectif devant lui, comme un signe, comme une forme ou sans forme, synthèse reconnaissable des pensées. La synthèse doit être vivante, intimement animée par le flux univoque des pensées qui l'ont formée. L'attention doit être toujours plus calme, sans requérir d'effort ou de volonté. La plus profonde volonté agit, parce qu'il contemple la synthèse de manière
désintéressé, comme quelque chose d'objectif indépendant de lui. La concentration doit durer au moins 3 minutes et se dérouler sans interférence d'autres pensées. Ou état d'âme ou souvenir, au point d'être une concentration absolue. Cet exercice mène le disciple à la perception de la lumière prédialectique de la pensée. Quand il pense l'objet sensible selon l'exercice typique de concentration, il se sert en réalité de la pensée reflet ordinaire, à savoir de la lumière de la pensée normalement réfléchie par l'organe cérébral. Cet organe, presque toujours répondant physiologiquement peu à sa fonction propre, agit comme un miroir déformant. La lumière de la pensée est véridique et pure, mais elle est toujours réfléchie par un système cérébral qui la rend peu vraie et impure, c'est l'origine du point de vue subjectif, qui oppose continuellement l'individu à l'individu, et au-delà duquel on peut difficilement aller, parce que cela implique la réunion de la lumière réfléchie avec la lumière originaire, précérébrale. L'exercice typique de la concentration fournit le moyen aux pensées de réaliser sa propre entité indépendante de l'écran cérébral, c'est en substance un acte de la volonté sous le signe du jeu. Au moyen d'un tel acte, le jeu restaure temporairement l'ordre propre, régulièrement contredit par la vie quotidienne, laquelle stimule bien les forces du jeu, mais en même temps les asservit et les corrompt, en donnant lieu à la dissension interne, origine de tous les maux humains. C'est pourquoi l'exercice typique de la concentration, dans sa simplicité, peut tout seul conduire à l'expérience suprasensible et à l'équilibre intérieur nécessaire au développement de l'existence selon son principe spirituel. Dans l'exercice, l'expérimentateur recueille la lumière réfléchie, qui est la série des représentations nécessaires à reconstruire l'objet, il exerce une action intérieure sollicitant le jeu et son identité avec la lumière originelle, non pas qu'il l'accomplit directement, car il ne le pourrait pas, mais parce qu'il se sert du support de l'objet. Si, au niveau auquel il est, il s'adressait directement à la lumière, il ne pourrait que la repousser, son état actuel de conscience étant profondément un refus instinctif de la lumière. Il ne peut pas ne pas partir du niveau de la lumière réfléchie, mais il peut opérer en même temps en accord avec la lumière originaire. La synthèse de l'objet est en substance la restitution de la lumière une, indivise, apparemment divisée et analytique dans le reflet, à savoir dans la pensée dialectique. Le concept est le signe de la lumière une, mais normalement il est lui-même reflet. Il n'y a pas de concept qui ne soit pas à l'origine une opération selon la lumière une, mais non consciente, à savoir accomplie au moyen des forces de pensée latentes, prédialectiques, auxquelles l'être humain ordinaire est fermé. L'ascèse de l'homme moderne consiste justement dans la conquête des forces latentes du concept. Si l'on tient compte qu'en somme l'être humain se règle lui-même selon les concepts qu'il a effectivement des choses, on peut comprendre comment toute sa vie soit une conséquence de ça. Formation conceptuelle, et l'importance de l'ascèse qui le rend maître des forces formatrices du concept. Normalement, il utilise les concepts, non pas selon leur synthèse de lumière, mais réfléchit, selon sa nécessité psychique asservissant la pensée, sauf le cas de la pensée mathématico-physique. Dans l'exercice typique de la concentration, l'expérimentateur opère selon la lumière une, mais il le peut, non pas parce qu'il la possède, mais parce qu'il opère avec la volonté dans le reflet, sur lequel il acquiert un pouvoir direct, au moyen de l'exercice, en remontant de la multiplicité à la synthèse. Par l'exercice de la contemplation du concept, il utilise directement ce pouvoir. Il se meut lui-même dans la lumière une, à savoir dans le pensée pur, réuni avec le sentir pur, avec le vouloir pur, un seul courant de force qui est la lumière originaire. Qu'il se meuve dans une telle force. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il la possède déjà. Il peut se mouvoir au moyen d'elle, dans la mesure où il se rend maître de ses lois. La conquête des forces latentes, formatrices du concept, au moyen de la juste concentration, est l'entreprise pré-initiatique du disciple moderne. Passer de la pensée réfléchie à sa lumière, cela signifie pour lui passer de l'ancienne voie lunaire à la voie solaire, c'est-à-dire transférer le centre de l'activité intérieure du corps astral au jeu, en tant que jeu immanent. C'est un acte décisif. Parce que grâce à lui, l'ascète surmonte la corruption originaire de l'âme, la corruption qui rendait autrefois nécessaire vers le divin une voie transcendante ou métaphysique, plutôt qu'immanente. Toutes les voies spirituelles qui précèdent l'expérience consciente du concept, peuvent se considérer lunaires, quelle que soit la forme traditionnelle assumée par elles en Orient ou en Occident, parce qu'elles opèrent au moyen du corps astral et non pas au moyen du jeu, même lorsqu'elles se réfèrent à un sujet intérieur. Lorsqu'elles parlent d'un jeu, d'un purusha ou d'une Atma Purusha, en réalité, elles se réfèrent à un jeu transcendant, qui exige une élévation extatique. Et non pas à un jeu individuel. Dès le début de sa formation terrestre, l'être humain opère sur la terre grâce à la guidance des
Puissances qui agissent sur son corps astral, en conférant à celui-ci l'autorité qui appartient en réalité au jeu, des puissances qui susciteront l'opposition la plus profonde au jeu, quand ce dernier commencera à agir comme centre de vie autonome de la conscience. Elle ne supporte pas une telle autonomie, dès les commencements, elle donne donc à l'être humain connaissance des mystères, visions spirituelles, rites, yoga, direction sociale, pourvu que ne s'érige pas en lui un jeu libre, lequel, dans les temps modernes, surgira comme jeu individuel, au niveau le plus bas, avec sa puissance transcendante initialement adressée aux sensibles, d'où commencera à naître de celui-ci une science de la nature physique. En vérité, ce jeu ne doit pas être considéré comme le jeu contingent, mais reconnu comme le jeu vrai, qui attend d'être rendu conscient de soi, de la valeur de sa propre conscience autonome. Depuis l'antique corruption, pendant des millénaires le jeu se sentira toujours assujetti dans l'âme. Parce que soumis à des forces astrales qui lui sont hiérarchiquement inférieures et qui l'asservissent. Aux impulsions de la nature inférieure, toutefois, l'être humain saura qu'il pourra toujours neutraliser cet asservissement, pour autant qu'il est respectueux des rites, des règles, qui maintiendront la teneur spirituelle dans son intériorité. Les instincts et passions le dévoreront, s'il ne s'applique pas aux règles au moyen desquelles le corps astral, en effet, se conforme au pouvoir des entités qui le dominent, plutôt qu'au jeu. C'est pourquoi l'ascète cherchera toujours l'esprit. L'Atma, le jeu supérieur, en dehors de lui, en s'évadant de l'individualité terrestre. Or, c'est en réalité l'inverse, à savoir seulement au moyen de celle-ci qu'il peut accomplir l'expérience terrestre. La révélation, l'extase, le samadhi, se produisent au moyen de l'âme, et non pas au moyen du jeu individuel, lequel se présente dans l'âme pour la première fois au moyen de l'activité synthétique de la pensée, le concept, et l'entreprise de la connaissance physique du monde. Dans le concept, l'homme commence à expérimenter l'universel, qu'il expérimentait autrefois en dehors de soi. Comme transcendant, avec lequel l'identité impliquait une extase, alors que l'identité immanente a commencé dans la perception sensorielle et dans la détermination du concept. À l'époque actuelle, l'être humain ne connaît pas encore les forces du jeu au moyen desquelles il forme le concept, il utilise le concept au niveau du corps astral, par conséquent il l'emploie privé de son énergie réelle. L'époque du jeu est venue, le concept est aujourd'hui l'instrument de la pensée ordinaire, mais l'être humain est encore roulé par l'antique adversaire, parce qu'il l'utilise bien ce concept, mais réfléchi, déréalisé, dialectique. Il construit donc avec les concepts comme avec des paroles vides. Toutefois, il ne peut pas avoir de concept qui ne soit pas présence du jeu dans le corps astral, pouvoir d'identité, à chaque fois réfléchi dans le domaine de l'astral, il élimine la présence du jeu et la pensée vivante, avec cela il cultive le mal de l'âme, la névrose, l'incapacité d'accueillir l'énergie du centre de lui-même. Ainsi, en cherchant la dimension suprasensible, il croit devoir reculer vers des états de conscience révolus, en renonçant au contenu de l'actuelle conscience lucide, plutôt que d'avancer, en reconquérant de tels états au moyen de la conscience lucide. Il se consacre à des méthodes psychiques, au yoga, ou techniques ascétiques, promettant force, équilibre, domination de soi, qu'il ne peut atteindre qu'à partir du centre de soi, pour autant qu'il réussisse à percevoir l'énergie au moyen de laquelle le concept devient contenu conscient dans l'âme. L'erreur actuelle de l'être humain c'est l'asservissement de ces énergies naissantes de l'esprit, indépendantes du corps astral, aux impulsions mortes de celui-ci. Elles affleurent dans la pensée rationnelle qui devient consciente sur le plan dialectique au moyen du corps astral. Les énergies naissantes du jeu sont de nouveau asservies à l'astral qui exprime toujours l'autorité de l'antique dépendance au dogme. Aujourd'hui, c'est le dogme de la matière. Dans la pensée réfléchie, ou dialectique, l'homme ampute de soi les énergies pures de la lumière de la pensée qui à chaque fois affleure dans la formulation originaire du concept. Élever la conscience au niveau de son propre principe de lumière, telle est la tâche de la concentration et de la méditation.